Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et participation à ce troisième webinaire avec Vincent Moulin-Wright. Bonjour à tous. Qui nous fait l'amitié donc de revenir chez Valtus pour aborder cette fois-ci la sortie de crise du Covid. Pour les fidèles, je rappelle que Vincent était intervenu une première fois en mai 2020 lors du premier confinement pour faire un peu le constat de l'impact de la crise sur l'industrie. Il était revenu en octobre 2020 pour le plan de relance et donc maintenant on va parler de la sortie de crise et des perspectives qui s'offrent devant nous, qui s'ouvrent devant nous. Vincent est le directeur général de France Industrie, qui est le bras armé de l'industrie au sein du MEDEF. À l'agenda de ce webinaire, peut-être partager voilà, on va parler donc de l'activité industrielle mi-2021. On va parler du retard de l'Europe versus la Chine et les États-Unis, des enjeux de trésorerie, de fonds propres, du fameux mur des faillites dont la presse s'est fait l'écho cette semaine, l'hypothèse d'un deuxième plan de soutien, un sujet qui vous concerne, j'imagine, pour un certain nombre, la tension sur les approvisionnements, et enfin, je dirais de manière regardée aujourd'hui, faire le bilan sur l'efficacité des dispositifs du plan de relance. Voilà. Donc un agenda assez nourri. Vincent, à toi. Merci beaucoup, Yves. Bien écoutez, on va d'abord peut-être… Pardon, excuse-moi. Vous pouvez, bien évidemment, le but, c'est que ce webinaire soit interactif, que vous puissiez poser vos questions. Et donc, l'idée, c'est que tous les quarts d'heure, je me permette d'interrompre Vincent pour que je lui adresse vos questions. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez donc sur l'outil poser toutes les questions que vous souhaitez. Et on avait dit que ce serait un webinaire sans tabou. Donc, Vincent s'efforcera d'y répondre. Voilà. Bon, ben écoute, c'est vrai qu'on s'est vu pour la première vague, pour la deuxième vague, et donc il était peut-être pas inutile qu'on se voit sur cette troisième vague épidémique, en espérant que ce soit la dernière. Bon, vous connaissez les chiffres de l'épidémie aujourd'hui qui s'améliorent. Je ne vais pas m'apesantir longtemps dessus. On a donc une troisième vague qui se termine. Et on a un dispositif de déconfinement progressif dont nous venons de célébrer hier la deuxième étape le 19 mai avec une réouverture progressive de l'activité des commerces qui jusque-là étaient très limités. Alors, ce que l'on attend aujourd'hui dans les entreprises dans cette fin de troisième vague, c'est le nouveau protocole sanitaire. Il y a un nouveau protocole sanitaire qui a été diffusé par le ministère du Travail hier pour le 19 mai, avec vraiment cette fois-ci des toutes petites améliorations, notamment sur la vaccination en entreprise ou sur l'aération des bâtiments. Mais le protocole le plus important pour les entreprises est attendu pour le 9 juin, en tout cas pour entrer en application le 9 juin, et donc on l'espère bien avant le 9 juin pour nous organiser, parce que c'est lui qui va quand même donner un nouveau là concernant deux points importants dans nos entreprises, le télétravail, même si on sait que Mme Borne souhaite le maintenir au maximum encore pour quelque temps, et la restauration d'entreprise pour que l'on puisse reprendre des flux normaux, qui étaient vraiment les deux points les plus importants. Alors en parallèle de tout cela, et même comme moteur de l'amélioration de la situation sanitaire, évidemment, il y a l'accélération de la vaccination en France, en Europe, dans le monde, avec une France qui accélère très fort. On a passé la barre des 20 millions il y a quelques jours, et on est maintenant dans l'objectif des 30 millions, qui paraît être un objectif plausible pour évidemment nous diriger vers ce qu'on appelle l'immunité collective. Alors la vaccination d'entreprise, vous le savez, n'a pas un grand succès jusque-là,
parce que les nombres de doses disponibles n'étaient pas très élevés, et puis parce que tout passait par les médecins et les professionnels de santé du travail, qui est une organisation un peu lourde. Va y avoir une accélération, Elisabeth Borne l'a dit, il y a des doses qui vont être mises à disposition des entreprises pour augmenter le flux de vaccination en entreprise. Alors, peut-être vous dire que cette accélération de la vaccination se fait par l'augmentation des canaux de vaccination. Le succès de la vaccination en France et en Europe sera lié à 4 facteurs. D'abord, que les jeunes vont s'emparer le plus vite possible de cela. Ça reste un sujet, hein, parce que plus on diminue en âge, plus, je dirais, l'opposition à la vaccination ou la réticence peut se faire jour. Deuxièmement, il faut que ces vaccinations soient efficaces par rapport aux variants, ce qui est le cas par rapport aux variants les plus courants. Il reste maintenant le sujet du variant indien, qui est un sujet pour l'Angleterre notamment, hein. Et puis, il va falloir aussi programmer les premiers rappels. D'ailleurs, c'est sur ces premiers rappels du trimestre, du quatrième trimestre ou du premier trimestre 2022 que compte notamment Sanofi, par exemple, en France, pour vendre son vaccin, puisque le vaccin de Sanofi sera présent à la fin de l'année sur le marché. Et puis, il faudra faire évidemment la chasse aux poches de non-vaccination, parce que tout ce qui ne sera pas vacciné dans le monde est susceptible de revenir dans nos pays. Donc, il y a un vrai enjeu de vaccination nord-sud, d'où les questions que l'on a en business, hein, sur faut-il ouvrir ou pas l'accès au brevet. On pourra y répondre à cette question si ça vous intéresse, mais le vrai sujet n'est pas là, hein, puisque tout n'est pas écrit dans les brevets d'un vaccin, tout est l'essentiel est plutôt dans la formulation et le savoir-faire. Alors, pour terminer là-dessus, on voit que la vague d'accélération est forte. En Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie sont dans un mouchoir de poche, hein, ça dépend des jours, mais on est à 30, un gros tiers de vaccination première dose. On voit que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni a pris beaucoup d'avance, en première dose en tout cas, hein, en deuxième dose c'est moins bien. Et puis il y a des pays qui sont quasiment maintenant à l'immunité, hein, c'est le cas d'Israël, c'est peut-être le cas des USA, parce que si vous ajoutez le nombre de malades guéris et si vous retranchez les enfants, on est pratiquement à 60-70% de couverture. Donc, dans cet ordre d'amélioration mondiale, le gouvernement français continue à mettre en place des mesures d'accompagnement. Pour ce qui est de la principale, le PGE, les prêts garantis, il y a une poursuite de la souscription qui est possible jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, une souscription qui a été massive, avec des liquidités très importantes qui sont en trésorerie dans les entreprises. On retrouve d'ailleurs cet excès de liquidité dans les ménages, hein. On est à pratiquement 200 milliards d'excès de liquidité dans les ménages. On a donc la même situation globalement dans les entreprises. Ceci dit, les chutes de résultats que l'on observe sur 2020, la hausse de l'endettement, c'est quand même un enchaînement qui peut évidemment augmenter les risques d'insolvabilité. Alors, moi, je pense que le gouvernement a voulu couper court à l'idée que l'on allait retarder les remboursements de PGE, voire même les annuler de façon générale, ce qui serait de toute façon très dangereux, et même les modifier de façon importante nécessiterait une restructuration qui nécessite, puisque ce sont des prêts soutenus par l'État, d'avoir l'autorisation de Bruxelles. Donc en fait, ce que le gouvernement s'apprête à faire, c'est des aménagements au cas par cas. Deuxièmement, il va aussi assouplir et simplifier le système de la restructuration des prêts en cas de faillite, puisqu'aujourd'hui, il faut environ 6 mois pour faire le restructuring complet des entreprises en faillite d'un point de vue prêt. Il y a plusieurs mandataires qui interviennent. Donc là, le gouvernement va prendre un décret qui va probablement simplifier le dispositif en ramenant à 3 mois le délai maximum et en nommant un mandataire unique pour le faire. Ils sont en train de négocier avec les banques là-dessus. Alors, quid du fameux mur des faillites? Je pense que c'est une expression qui est pour l'instant impropre. C'est vrai que statistiquement, en 2020, on a enregistré 20 000 faillites parce que le dispositif
d'ouverture, enfin de recensement des faillites a été gelé par décision du gouvernement. L'étiage habituel, c'est environ 50 000 faillites par an. Il est probable qu'en 2021, on sera au moins à ce chiffre-là, voire un peu plus, puisqu'il y a un retard d'enregistrement. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une explosion? Sincèrement, je ne le pense pas. D'après les chiffres que l'on a sur le PGE, on est exactement dans les prévisions de difficultés pour l'engagement de l'État. Et ça concerne essentiellement, évidemment, les PME, et même les TPE. Donc, de deux choses l'une. Soit la reprise à laquelle nous assistons est forte, ce qui a l'air d'être le cas, puisque les prévisions du deuxième trimestre ont l'air supérieures à ce que l'on attendait, et c'est le cas pour la zone euro d'ailleurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et dans ces cas-là, ça va relativiser le sujet de l'explosion des faillites. Soit évidemment, on a un troisième ou un quatrième trimestre qui est à nouveau mauvais, avec de mauvaises surprises sur le plan sanitaire, de mauvaises surprises sur le plan économique, et évidemment, le sujet des faillites sera beaucoup plus visible, voire même s'accentuera. Donc, pour l'instant, la réponse est plutôt non. On a retardé certes les entreprises zombies, mais on a assaini le marché et on est plutôt en train de repartir sur un marché plus assaini. Des extensions du fonds de solidarité qui coûtent d'ailleurs assez cher, 7 milliards d'euros en avance budgétaire en attendant prochaine loi de finances. Un mot sur les aides d'État. Les aides d'État, elles ont été prolongées au 31 décembre 2012. Ça veut dire que le plafond aujourd'hui, 2021, merci Yves. Aujourd'hui, ce plafond est de 1,8 million. C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise et en tant que groupe, on ne peut pas percevoir plus de 1,8 million d'aides totales de l'État, tout confondu, plus 200 000 euros d'aides dites de minimis, ce qui fait 2 millions. Il y a un certain nombre d'aides qui ne sont pas sous le plafond, notamment les aides environnementales, mais on peut l'atteindre assez vite. Se pose la question, lorsque le groupe est présent dans plusieurs pays européens, est-ce que le plafond est unique ou est-ce qu'il s'applique pays par pays? C'est une question qu'on est en train d'expertiser, mais je pense plutôt que le plafond est donné au plan européen et par groupe. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut voir. Maintenant, on est en train, avec le MEDEF, de regarder si les exonérations fiscales qui ont été octroyées par l'État sont dans le plafond. Nous faisons tout pour qu'ils n'y soient pas, parce qu'évidemment, ça consommerait une grande partie du plafond. Donc c'est un sujet important de regarder la consommation de votre plafond. Enfin, le gouvernement est en train de distribuer les prêts participatifs à travers les banques commerciales. Donc ça, depuis avril, le dispositif est mis en place. C'est environ 20 à 30 milliards qui vont être distribués avec une garantie de l'État à 30%. Ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne environ 10 000 entreprises. Les fonds d'investissement, à partir du mois de mai, là, sont en train de peaufiner un dispositif d'obligation relance qui vont être destinés aux entreprises qui vont pas encore très bien, mais qui vont pas complètement mal et qui ne peuvent plus aller au-delà du PGE. Donc, les taux effectifs sont plus élevés, évidemment, que les taux du PGE. Voilà pour les nouvelles mesures d'accompagnement. En termes de sortie de crise, le gouvernement fait évoluer le deuxième gros produit, gros dispositif, c'est le chômage partiel, puisque les différents paliers de décompression vont maintenant se mettre en place avec un nouveau calendrier. Alors, soit vous êtes une entreprise vraiment touchée directement, hôtellerie et restauration, dans ce cas-là, le reste à charge qui était nul jusqu'à fin juin va légèrement monter à 15% en juillet puis 40% en septembre. Soit vous êtes une entreprise, je dirais, du régime général et votre reste à charge va passer de 15 à 25% en juin et puis en régime de croisière, il sera à 40% et il sera toujours nul pour les salaires en dessous du SMIC, enfin au niveau du SMIC, pardon. De ce fait, on pense que le dispositif de l'assurance l'APLD, le chômage partiel de longue durée, va peut-être probablement monter en puissance. De très nombreuses branches ont signé des accords d'APLD, donc il va y avoir sûrement
des mises en place plus rapides de ce dispositif. Et puis les aides vont être débranchées, mais sûrement très progressivement. Je pense qu'il échappe à personne qu'à partir de la rentrée de septembre-octobre, on va rentrer en campagne électorale pour la présidentielle et que le gouvernement sera évidemment très, très précautionneux de ne pas déstabiliser trop vite le dispositif anesthésique des aides, tant qu'il sera évidemment nécessaire. Donc, on aura un dispositif qui va diminuer en sifflet. Alors, est-ce qu'on va vers un deuxième plan de relance? Sincèrement, je ne le pense pas. En tout cas, la Commission européenne, qui n'a pas encore payé le premier euro du premier plan de relance, ne le pense pas non plus. Le gouvernement français s'est exprimé de façon un peu confusionnelle sur ce sujet-là. C'est vrai que le président de la République a dit qu'il souhaitait aborder une nouvelle phase du plan de relance, mais c'est plutôt une formule qui a été utilisée par son cabinet pour montrer qu'il va aller au-devant des territoires à partir de cet été et engager un nouveau dialogue avec les territoires, probablement pour préparer sa candidature et le rebond du quinquennat. Le gouvernement et le Premier ministre n'a pas du tout envie de parler d'un second plan de relance, puisque la priorité du gouvernement aujourd'hui, c'est d'engager vraiment concrètement les 100 milliards du plan actuel. Et qu'en plus, les mesures d'urgence ont coûté 55 milliards supplémentaires. Donc, on est loin d'avoir tout engagé. On verra ensemble ce qui a été engagé pour l'industrie. Et donc, le ministre de l'économie et des finances prendra une décision à la rentrée de septembre. Il y aura peut-être des aides nouvelles, mais de là à faire un plan de relance, bon, les idées évidemment ne manquent pas. Au MEDEF, on pense plutôt qu'il faut un plan de transformation. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui ont été oubliés par le premier plan de relance, notamment l'économie présentielle qui a énormément souffert, notamment le tourisme, la transformation de la France dans le numérique, dans la reconversion des compétences, c'est encore à un niveau faible, et surtout, la transition écologique que certains appellent à une accélération encore plus rapide que ce que parfois les entreprises peuvent supporter, doit faire l'objet d'accompagnement supplémentaire. Il n'y aura pas de transition écologique rapide s'il n'y a pas des aides massives aux entreprises pour le faire plus vite. Sinon, on va aller à la casse et on aura des fuites de carbone très importantes. Bon, d'autres acteurs évoquent évidemment d'autres besoins sur les PME, sur les infrastructures, sur pourquoi pas aussi l'offre et la demande plutôt pour le soutien aux ménages. Tout ça est encore très évasif, mais au sein de LREM, l'idée de donner des investissements supplémentaires pour la transition écologique est probablement celle qui est la plus écoutée et ce qui nous convient bien, nous les industriels qui sommes directement impactés par cette transition écologique, si on veut encore l'accélérer, notamment par exemple sur le soutien au nucléaire, puisque qui dit transition écologique dit électrification et donc besoin d'électrique de plus en plus important, et ce ne sont pas les ENR, les énergies renouvelables, qui seront les seuls à pouvoir apporter de l'électricité supplémentaire en masse et surtout de façon durable et pilotable en permanence. Vous savez que les énergies renouvelables ne sont pas pilotables, elles ne permettent pas d'avoir une alimentation électrique à chaque instant, tous les mois de l'année et par tous les temps. Donc, des compensations par des énergies pilotables et évidemment décarbonées comme le nucléaire sont absolument indispensables. Et c'est un sujet qu'il faut reprendre. Ça sera d'ailleurs un sujet de campagne, je pense, de la campagne électorale présidentielle. Où est-ce qu'on... Vas-y, je t'en prie. Je me permets en question, pourquoi le PGE, pour le PGE, des taux de 4 à 6% ne sont-ils pas choquants, demande Philippe. On parle des prêts participatifs. Les prêts participatifs, eux, sont entre 4 et 6%. C'est pas choquant parce que quand vous avez de toute façon plus accès au PGE et que les banques ne veulent plus vous prêter, à part se tourner vers l'usure, les taux d'usure, il n'y a pas d'autre solution. Donc, pourquoi ces taux sont plus élevés que le PGE? Parce que le risque est évidemment plus élevé. Ces prêts participatifs restent des dettes. Même si on veut les faire passer pour des quasi-fonds propres, ce qu'elles sont aussi. Mais toute la subtilité, c'est que pour le banquier, si vous allez bien, il fera semblant de voir que c'est des fonds propres, des quasi-fonds propres, mais si vous allez moins bien, il se rappellera quand même que ce sont des dettes.
juridiquement. Donc, c'est la raison pour laquelle le taux est supérieur. Alors, il y a une autre question, c'est un peu plus polémique, mais en ce qui concerne les salariés en maladie depuis mars 2020, car personne à risque, pourquoi ne pas imposer un retour au travail ou la suppression des indemnités maladie puisque le vaccin est disponible? C'est toute la complexité d'un pays libéral comme la France. On ne peut pas forcer les populations à se vacciner. Hein, c'est anticonstitutionnel. Donc, il faut faire avec. Vous avez vu toutes les contorsions du gouvernement pour essayer de limiter ce que l'on pensait d'ailleurs être une vague de contestation anti-vaccin qui finalement, devant l'état de fait de la pandémie, s'est vite évanoui. Hein. Je pense que quand les gens voient vraiment le danger, quand ils entendent parler du danger, ils peuvent encore protester et le nier, mais quand on le voit qu'on le touche et qu'on tombe malade autour de soi, les gens finissent par comprendre que le danger est réel. Donc on ne peut pas obliger les gens à se vacciner et donc on ne peut pas faire ce trade-off qui est pourtant logique, hein, vous avez raison, entre vaccination et fin des droits. Pas d'autres questions pour l'instant. Alors, vous dire où nous en sommes aujourd'hui en termes d'activité économique. Bon, la France elle-même, vous le voyez, est à 96% de son PIB d'avant-crise. On sera probablement vers 98% à l'été, peut-être même à 100%, avec la reprise qui est forte. Donc, on est en train de récupérer, pas complètement. Hein, vous savez que les services, le commerce sont plutôt très en retard. En revanche, du côté du BTP et de l'industrie, on est en avance, puisqu'on a récupéré quasiment tout le terrain perdu dans l'industrie par rapport à avant crise. Les taux d'utilisation des capacités de production étaient à 80%, ce qui était le taux d'avant crise, et on a un fort rebond du climat des affaires. Alors, je dirais, malgré tout, on a deux secteurs durablement touchés, mais finalement, on a beaucoup de secteurs qui vont beaucoup mieux qu'avant crise et qui compensent ces deux secteurs majeurs. Il y a l'automobile. Vous savez que le shortage mondial de composants électroniques pèse sur l'activité, hein, et même incite certains constructeurs à des arrêts de production. Nous avons l'accélération de la fin du moteur thermique qui complique évidemment l'industrie automobile avec la perspective d'une nouvelle norme Euro 7 très contraignante, vraiment encore plus contraignante, qui pourrait obliger finalement les moteurs thermiques à ne plus être mis sur le marché, peut-être en 2025, ce qui provoquera une crise majeure dans la sous-traitance dans nos territoires, dans la forge, la fonderie, le décolletage, etc. Et une concurrence féroce là-dessus entre la France et l'Allemagne. Donc l'automobile en difficulté, l'aéronautique est toujours fragilisée durablement. Ceci dit, il y a quelques bons espoirs. Le trafic aérien en Chine est reparti à la normale. Il est bien reparti aux USA. Il est encore faible en Europe. De ce fait, Airbus accélère ses cadences d'A320, ce qui est déjà une première bonne nouvelle. Et Airbus s'engage à construire une nouvelle ligne de production à Toulouse, ce qui est une deuxième bonne nouvelle. Alors, maintenant, parlons du corollaire de cette reprise. Si on reprend plus vite et plus fort, ça tend la machine et on assiste à des tensions sur les approvisionnements d'intrants et de matières premières. Dans la plupart de ces matières premières, l'offre est inférieure à la demande. Pourquoi? Parce que l'Europe a redémarré plus tard que les États-Unis, qui ont redémarré plus tard que la Chine. Et donc, ce décalage temporel fait qu'il y a des tensions sur pratiquement toutes les matières premières, avec comme conséquence numéro un une inflation des prix. Sur beaucoup de ces produits, nous avons des inflations de 50, voire même parfois de 100% sur certains produits, on va y venir. Sur un an, l'INSEE nous dit que les prix de la production de l'industrie française ont augmenté de 4%, ce qui est très important. Habituellement, on est plutôt de l'ordre du point, c'est-à-dire de 0, quelque chose. Pareil pour le BTP. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ne perçoivent pas ce problème de tension, augmentation des prix, augmentation des délais, des coûts de livraison, avec un commerce international qui est vraiment au taquet, très tendu, on l'a vu avec le blocage du canal de Suez, donc des aléas de livraison, des coûts de livraison très élevés, le transport maritime notamment. Ça perturbe donc pour certaines entreprises industrielles la production, mais bien pire que ça, pour certaines d'entre elles, ça l'arrête. Et c'est ce qu'on va regarder, notamment dans l'automobile et dans la plasturgie. Alors, les clients en aval peuvent réclamer des pénalités logistiques.
si c'est un cas de force majeure, il faut évidemment y résister. C'est le cas du bras de fer entre l'agroalimentaire et les grandes surfaces alimentaires et qui tentent d'instaurer des pénalités logistiques. Rassurez-vous, il y aura à manger dans les grandes surfaces. Et puis, la difficulté pour certains industriels de répercuter ces hausses de coûts qui sont considérables. Sur une voiture, les constructeurs sont en train de dire qu'aujourd'hui, si on intègre l'augmentation massive du coût de l'acier, des plastiques, des peintures, on est sur une augmentation par voiture de 8% du prix. Donc, en ce moment, vous le voyez bien, les discounts pour l'achat d'une voiture neuve ont disparu, avec un risque d'inflation donc global sur l'économie. Ceci dit, une inflation qui sera temporaire, tant que ces bulles de coûts seront pas résorbées. Vous voyez que les chiffres de l'Institut Rexecode nous montrent des inflations qui augmentent, mais on a déjà des effets de plafonnement sur certaines matières premières. Donc là-dessus, selon les matières premières, la résorption est à l'été ou parfois à l'année prochaine. Alors, pour ce qui est par exemple je reviens juste une seconde, des semi-conducteurs, la crise malheureusement va durer probablement jusqu'à la fin du premier semestre 2022. Pour ce qui est de l'acier, je dirais qu'on est en phase de résorption puisque tous les hauts fourneaux sont revenus à la production maximum où ils le seront à l'été. Et de ce fait, il y a encore évidemment pour les PME dans les territoires beaucoup de difficultés à s'approvisionner, mais on aura une amélioration pour la fin de l'été. Et pareil sur les plastiques, puisque l'essentiel des difficultés commence à être derrière nous à l'amont de production des résines. Donc, dans la plasturgie, dans les utilisateurs de plastique, il faudra encore être patient dans les emballages, probablement encore un trimestre. Donc, les solutions que l'on peut apporter sur ces tensions sont soit des solutions à court terme, mais aussi beaucoup de solutions à moyen terme. Donc, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Vous les avez sur cette diapositive. Je ne vais pas les commenter toutes, mais ça va du fait qu'il faut évidemment identifier les entreprises qui font du surstockage et qui paniquent et donc qui entretiennent la pénurie, jusqu'à encourager la solidarité entre les grandes entreprises et les sous-traitants qui se repassent un peu de stock les uns les autres pour se soulager. Évidemment, le gouvernement essaye de faire pression, notamment sur les acheteurs publics, ça c'est clair, pour qu'ils n'appliquent pas de pénalité de retard, sur la distribution. On essaye aussi de mobiliser les matières recyclées, parce qu'on exporte des déchets en France, et certains de ces déchets peuvent être recyclés, et donc faire des matières premières recyclées, qui se substituent aux matières premières qui, elles, sont chères. Donc, c'est le bon moment et c'est bon pour la planète. Et évidemment, c'est l'occasion de lever certains freins réglementaires. En fait, ces tensions sont évidemment exacerbées par le fait que nous avons désindustrialisé fortement la France et qu'on est très dépendant, on se retrouve très dépendant d'importation de pays très lointains et aussi parfois même sur quelques fournisseurs. Donc, toutes ces vulnérabilités sont mises à jour par ces tensions et donc c'est comme ça qu'on va travailler sur le moyen terme pour résoudre ces problèmes pour qu'ils ne se reproduisent pas. Exemple, le développement du multisourcing, exemple, la constitution de stocks stratégiques, exemple, le fait qu'on puisse avoir des usines qui puissent être modulables, qui puissent se reconvertir plus facilement en cas de pénurie, c'est possible. Et puis, c'est tout ce qui tourne autour de la réindustrialisation de la France, voire même ce qu'on appelle les relocalisations, sur lesquelles on reviendra si vous avez des questions. Alors, comme il y a quelques questions qui font écho à ces propos, une question de Jean-Charles. Bonjour, pour ressortir un serpent de mer, dit-il, le manque de composants électroniques est-il favorable à l'implantation d'usines de fabrication en Europe? C'est difficile comme question, Jean-Charles. Une bonne question, mais les producteurs européens de semi-conducteurs s'en sortent parce qu'ils produisent plutôt des puces haut de gamme. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est la puce courante. C'est les puces qu'on a dans nos voitures, dans nos cafetières ou dans nos smartphones. Et celles-là, il n'y a plus que Taïwan qui les produit, et quelques groupes américains ou les groupes asiatiques qui
qui les produisent dans des quantités tellement énormes et tellement mondialisées que le coût de revient en est très faible. De ce fait, sur ce segment-là, réindustrialiser en Europe sur ce segment-là, ça veut dire demander à TSMC ou à Intel de construire des usines en Europe avec des soutiens européens. C'est pas facile à accepter pour les concurrents européens qui, eux, sont plutôt sur le moyen haut de gamme parce qu'ils ont peur qu'une fois installés en Europe, aux portes de nos marchés, ces concurrents puissent se mettre à faire du moyen de gamme et les concurrencer aussi lorsque le marché aura retrouvé une certaine normalité. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Deuxièmement, une usine de semi-conducteurs compétitif, c'est un investissement de 10 à 15 milliards d'euros. Hein, donc, c'est des investissements colossaux, donc des aides colossales. Et donc, il y a évidemment toute une négociation je dirais, stratégique entre les constructeurs, les fabricants implantés et cette différence entre le bas de gamme, moyen de gamme et le haut de gamme sur les puces. Autre question de Jean-Noël. Comment reporter les surcoûts de matières premières dans l'alimentaire? Nouvelle loi Egalim? Oui, alors c'est le nouveau serpent de mer. La loi Egalim n'a pas résolu tous les problèmes. Maintenant, le ministre de Normandie qui dit qu'il faut revoir la loi LME même. C'est vrai que ça fait 5 ans de suite que l'on a une déflation alimentaire en France. C'est insupportable pour les producteurs agricoles qui ne voient pas le bout du tunnel et pas mal d'entreprises agroalimentaires qui voient leurs marges s'éroder de façon constante depuis 5 ans et les prix baisser au nom d'un pouvoir d'achat que la grande distribution veut maintenir le plus bas possible, avec la grande satisfaction d'un gouvernement qui ne veut jamais voir les prix augmenter. Donc, la discussion est compliquée. Elle nécessite de la transparence. La nouvelle idée du gouvernement, c'est de refaire une nouvelle loi Egalim qui obligerait une transparence totale des prix, de l'amont à l'aval, ce qui est évidemment impossible, parce qu'une partie quand même de la profitabilité de chaque étape réside aussi dans le secret de la négociation, le secret des affaires. On ne peut pas non plus demander à chacun d'être radiographié. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc ce n'est pas la loi qui va résoudre ce problème-là complètement. Donc il y a un vrai problème de transmission des augmentations de prix. Avec la grande distribution, puisque les négociations sont annuelles, vous le savez. Là, compte tenu des circonstances, je pense qu'on va pouvoir obtenir des indexations de prix sur les matières premières qui explosent. Hein. Quand vous avez le maïs qui prend 20 ou 30%, c'est sûr que le prix du poulet prend autant et que vous ne pouvez plus vendre à perte à la grande distribution. Donc, il y a véritablement une clause de sauvegarde à mettre en place. Autre question d'Olivier qui dit l'industrie a bien repris en volume, mais la productivité n'a-t-elle pas été impactée par la crise, coûts sanitaires, inefficacité du télétravail? Alors, je dirais plutôt non. Alors, paradoxalement, pourquoi? Parce que pendant la crise, nous étions redescendus à des niveaux de production qui étaient faibles et qui étaient inférieurs à nos niveaux habituels. Et donc, parler de productivité à ce moment-là n'avait pas beaucoup de sens puisque on n'était pas à notre niveau maximal de production. Maintenant que nous nous approchons et c'est là où Olivier a raison, à nouveau de notre taux d'efficacité ou de notre taux d'utilisation maximum de capacité de production, tout absentéisme nouveau, toute perturbation peut jouer sur la productivité. Je dirais une deuxième fois non, parce que l'industrie, plus que les services ou le commerce, nous savons depuis toujours gérer les risques. Et donc, mis à part les premières semaines où toutes les contraintes sanitaires nous ont obligés à revoir nos circuits, nos organisations. On s'est très, très, très vite adapté parce qu'on sait gérer le risque, on le gère dans la chimie, dans l'acier, dans l'automobile, dans tous les sites industriels. Donc, nous, c'est un peu notre quotidien. Donc, on a très vite surmonté ce problème. Deuxièmement, comme on n'était pas au taquet en termes de production, la productivité n'était pas encore un sujet. Maintenant, qu'on se rapproche dans pas mal d'entreprises à nouveau du taux maximum, oui, il va falloir revenir en arrière et chaque petit point de productivité va être scruté. C'est exact. Alors, voilà donc ce qui est du système ou de la situation sur les tensions. Alors, le plan de relance, je sais que chacun d'entre vous l'a mis en œuvre. En tout cas, dans l'industrie,
on s'en est énormément emparé, puisque depuis la mise en place du plan, presque depuis un an maintenant, puisque le plan a démarré au mois de mai par des plans sectoriels aéronautiques, automobiles, puis des plans pour la rénovation thermique des bâtiments qui intéressaient l'industrie, puis le plan entier de relance qui a été annoncé en septembre dernier. Aujourd'hui, les industriels ont déposé plus de 15 000 dossiers donc de projets dans le cadre du plan de relance. C'est donc pratiquement une entreprise industrielle sur deux qui, quelque part, a été engagée dans le plan de relance. Et donc, c'est une formidable dynamique. C'est un grand succès, hein, ça c'est certain. Et d'ailleurs, le plan de relance français, 100 milliards, qui est le chiffre un peu magique qui a été donné, donnait 30% d'input à l'industrie. Et donc, le gouvernement a compris qu'il n'y aurait pas de relance sans relance de l'industrie et sans réindustrialisation. Ça sera d'ailleurs sûrement un thème de la campagne présidentielle, parce qu'on ne pourra pas continuer à avoir de la croissance potentielle supplémentaire sans réindustrialisation. Et je pense que chacun le comprend de plus en plus maintenant. Alors, le grand succès de ce plan de relance dans l'industrie, en tout cas succès en termes de mobilisation des industriels, comment se traduit-il? Il se traduit en termes de projets, d'appel à projets. Il y a plusieurs guichets. Alors, il y a le guichet qui est géré par BPI, de tous les appels à projets de l'industrie, que ce soit des guichets sectoriels, des projets automobiles, aéronautiques, nucléaires, les projets territoires d'industrie, les projets dits de relocalisation et tous les projets de décarbonation. Donc aujourd'hui, il y a près de 6 000 dossiers qui sont instruits. C'est des dossiers qui ont été déposés en 2020. La moitié, enfin une fraction importante sont maintenant finalisées, les décaissements commencent à se mettre en place. Aujourd'hui, l'État, sur ces dossiers-là, a engagé près de 2 milliards, 1,8 milliard d'aides publiques, avec un effet de levier important puisque ça génère environ 7 milliards d'investissements privés en retour. Alors, tout ça n'est pas encore fait, hein, tout ça est accepté, les dossiers doivent encore se monter, puis après, il faut commander les investissements. Bon, donc tout ça va prendre du temps, mais en tout cas, on est quand même bien embarqué. Le taux de subvention moyen est de 30 à 40% parfois, un peu moins pour certains secteurs, mais globalement, on a là un dispositif qui est robuste, avec BPI France qui a été surpris par le flot de dossiers et qui commence à rattraper le retard de façon très, très, très forte. Donc, petit coup de chapeau aux équipes de BPI France qui ont beaucoup embauché pour cela, mais qui ont dû faire face à beaucoup de difficultés. Donc, il y a une dernière levée de tous ces projets qui est au mois de septembre. Moi, mon petit message, c'est s'il y a encore des entreprises qui ont des projets à déposer dans les appels à projets, il vaut mieux les déposer maintenant, en mai, en juin, en juillet, plutôt qu'en septembre, parce que plus tôt on les dépose, plus tôt ils seront inscrits. Et après, il y a cette fameuse date limite pour les aides d'État qui est du 31 décembre 2021, et ils vont mieux se situer avant qu'après. Voilà. Alors, le deuxième guichet, c'est le guichet de l'ASP, de l'Agence des services de paiement, qui, lui, gère plutôt les subventions directes, notamment la fameuse subvention à l'industrie du futur pour la réindustrialisation, l'achat de robots, de machines automatiques, de machines à commande numérique, pardon. Là, il y a eu un énorme succès aussi. Hein, plus de 7 000 dossiers ont été déposés avant la fin de l'année dernière pour 2 milliards, 2 milliards 3 d'investissements, avec un taux de subvention qui était très élevé, hein, très attractif, 40%. Le succès était tellement foudroyant qu'on a explosé le budget que le gouvernement avait envisagé sur cet outil, et le gouvernement pensait mettre 250 ou 300 millions, et finalement il va être obligé d'y mettre 900 millions en faisant une rallonge, ce qui est très bienvenu. Le dispositif a bien fonctionné et il a été rouvert le mois dernier, enfin, au début du mois de mai, cette fois-ci avec un taux plus raisonnable de 20%, mais qui est encore assez attractif, avec une enveloppe de 175 millions. Et je peux vous dire qu'il a été refermé 8 jours après, parce qu'il y a eu encore 1500 dossiers déposés en 8 jours. On n'a jamais vu un tel appétit. Alors, on peut voir le verre à moitié vide et à moitié plein.
le verre à moitié plein de se dire qu'on avait un tel retard d'investissement productif en France que quand des guichets aussi simples et aussi fortement subventionnés s'ouvrent, les gens s'engouffrent dedans, ce qui est plutôt un constat, je dirais, pas très positif, mais quand même. Ou alors, on peut aussi se dire qu'il y a une véritable fidélité à l'industrie et une véritable vision à moyen terme des industriels, ce que je pense plutôt, où c'est un mélange des deux, avec un espoir énorme qui est placé sur la réindustrialisation, d'où le succès de ces dispositifs. Dispositifs qui, évidemment, vous savez, ne favorisent pas toujours à 100% l'offre française. Beaucoup de robots viennent de l'étranger, beaucoup de machines à commande numérique ne sont pas françaises. Donc, le gouvernement nous a demandé de mettre en place une place de marché, ce qui a été fait. Donc, on a aujourd'hui un hub des offreurs de solutions françaises qui est en ligne et qui permet à tous les lauréats de ces appels à projets ou de ces subventions de regarder s'il n'y a pas un fournisseur français alternatif, made in France, par rapport à leurs besoins. Voilà. Et puis, il y a aussi dans ce guichet-là un dispositif d'efficacité énergétique qui est mis en place avec l'ADEME, qui n'a pas encore trouvé la même dynamique puisqu'on n'a que 150 dossiers déposés. Donc, c'est intéressant de le signaler. Enfin, le troisième guichet qui est énorme et qui s'ouvre maintenant, c'est le guichet des projets d'innovation. Alors, ça ne concerne pas tout le monde et n'importe qui, ça concerne plutôt des entreprises industrielles qui font d'une certaine taille, qui font de la recherche, de l'innovation, voire même de l'innovation de rupture, puisque le gouvernement va mettre de l'argent sur ce qu'on appelle des stratégies d'accélération sur des projets de rupture. Donc, les budgets sont déjà alloués sur des thématiques comme l'hydrogène, vous le savez, avec un plan spécifique, la cybersécurité, le quantique, le recyclage, mais aussi le nucléaire, mais pour une enveloppe qui n'est pas très importante, mais plutôt le nouveau nucléaire, la 5G, tout ce qui tourne autour des maladies infectieuses et des bioproductions médicales, l'alimentation durable, le bâtiment innovant, et puis encore quelques sujets à venir. Donc, sur ces thématiques-là, il y a des appels à manifestation d'intérêt qui sont lancés pour que de la recherche et de l'innovation se développent plus vite, de façon subventionnée ou avec des avances remboursables pour que ces projets d'innovation fassent de nouvelles usines et qu'on contribue ainsi à la réindustrialisation. C'est une façon, je dirais, plus prospective de parler de relocalisation. Là, il y a des montants très importants. On est en train de lever des freins parce que c'est vrai que certains nous disent qu'il n'y a pas beaucoup de subventions, il y a plutôt des avances remboursables. Et en ce moment, comme l'argent coûte pas cher, les avances remboursables sont moins attractives que les subventions, avec des taux en France qui sont parfois un petit peu plus modestes qu'à l'étranger, en Europe. Donc, on est en train de négocier avec l'État pour améliorer ces points-là. Mais il y a une dynamique qui est certaine sur l'innovation. On échangeait en avant-propos tout à l'heure sur le fait aussi qu'il y a une très grande attention mise sur les risques de corruption, de détournement, avec un parquet européen aussi qui a été créé pour la lutte antifraude, justement sur le plan de relance. Ça explique parfois les délais dans les décisions, Vincent? Oui, parce que c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, certains pays d'Europe qui sont coutumiers du fait d'ailleurs, plutôt situés un peu à l'est de notre continent, profitent de cette manne d'argent considérable pour monter du business avec de l'argent sale. Et donc, la France n'échappe pas à la volonté européenne d'éviter ces situations et donc a mis en place un dispositif de filtration de toutes les demandes d'appel à projet pour éviter que les projets soient en fait de faux projets nourris par de l'argent sale ou par de la corruption. Ce qui, évidemment, c'est vrai, retarde en partie l'instruction de certains dossiers. C'est vrai. Enfin, en France, ce risque est quand même moins élevé, mais on a de la fraude sociale, on peut avoir de la fraude financière dans une moindre mesure. Donc, il faut être prudent sur ce sujet-là, vu les quantités d'argent mis en jeu. Réindustrialisation, dit Geneviève, cela implique plus de travail manuel, mais les Français sont-ils prêts à retourner à l'usine? Alors, réindustrialisation, plus de travail manuel, je ne sais pas. Plus d'emplois dans l'industrie, oui, ça c'est sûr. Peut-être pas massivement. Vous savez que dans les meilleures années, l'industrie a détruit 700 000 emplois en 20 ans. Et lorsque nous avons réindustrialisé,
dans les années 2017, 18, 19, qui étaient 3 années fastes pour l'industrie, puisque les gouvernements de cette époque-là, donc la fin du quinquennat Hollande et le début du quinquennat Macron, ont été plutôt des gouvernements qui ont soutenu l'industrie avec une politique de l'offre, notamment le gouvernement Macron. Et de ce fait, on a vécu véritablement, on a pu démontrer que la politique de l'offre crée de l'emploi, même dans l'industrie, et on a recréé 40 000 emplois nets entre 2017 et 2019. Alors évidemment, 40 000 emplois nets par rapport à un taux de chômage, enfin un nombre de chômeurs que vous connaissez, qui s'exprime en millions, ce n'est pas énorme. Donc l'emploi dans l'industrie, c'est un sujet plus qualitatif que quantitatif. Deuxièmement, la réindustrialisation, l'industrie du futur en France, vous savez qu'elle sera compétitive si elle est plus robotisée, si elle est plus modernisée, parce que le coût d'un robot, qu'il soit en France ou en Chine, il est le même. Donc, cette industrie plus digitale, elle aura besoin de moins de main-d'œuvre, et notamment moins de main-d'œuvre peu qualifiée, mais de plus de main-d'œuvre qualifiée. Donc, en fait, c'est un chemin de progrès vers davantage de qualification de la main-d'œuvre plutôt qu'un besoin quantitatif énorme. Alors oui, nous avons des difficultés de recrutement déjà maintenant, ce qui est une aberration. Donc il y a un gros travail qui est fait et qui marche plutôt bien d'ailleurs sur l'apprentissage en ce moment, l'alternance. On est aussi en train de développer très fortement les écoles de production. D'ailleurs, France Industrie lance un appel à toutes les entreprises qui veulent soutenir les écoles de production. Le gouvernement nous aide dans ce sens. Il y a un projet de doublement du nombre d'écoles de production. Il y en a une trentaine aujourd'hui. C'est les écoles de la seconde chance, pour tous les décrocheurs qui vraiment sont en dehors de tout système. Et qu'on arrive de 15 à 18 ans, c'est ça, et qu'on arrive à remettre dans le circuit par l'apprentissage et par ces modes d'apprentissage modernes dans les écoles de production, qui sont des usines aussi, avec des vraies commandes et un vrai fonctionnement d'entreprise. Donc il y a un vrai sujet de compétences, c'est vrai. On ne pourra pas réindustrialiser si on n'améliore pas le niveau de compétences et qu'on n'emmène pas les compétences actuelles vers les compétences de demain, c'est-à-dire plus digitales, plus numériques et plus technologiques. Alors, il y a Philippe qui interpelle un peu finalement France Industrie en disant oui pour relancer l'industrie automobile, mais la réalité est que les grands donneurs d'ordre cherchent avant tout à fabriquer dans les pays low cost, en Inde, en Chine, au Maroc. France Industrie a-t-elle un rôle à jouer à ce sujet? Faut dire les choses telles qu'elles sont. Les constructeurs d'automobiles implantent leurs usines à la fois dans les pays où ils ont des consommateurs. C'est une explication de la localisation dans ces pays-là, et aussi, lorsque c'est nécessaire, dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère que dans les pays développés. La France étant évidemment la championne du monde du coût du travail, notamment dans l'industrie, avec l'Allemagne d'ailleurs, mais on voit bien qu'il y a nécessité à trouver des proches de production dans des pays de délocalisation. Donc la France est responsable de ces délocalisations, pas plus l'industrie automobile que d'autres industries, mais lorsque les processus sont plus les processus sont à valeur ajoutée importante, plus on peut les conserver en France. Plus ils sont à valeur ajoutée faible, plus ils sont sensibles à la délocalisation, et plus la clientèle finale est internationalisée, plus on a tendance à construire des usines plus près des marchés de l'étranger. Bon, ceci dit, notre modèle social français est merveilleux, tout le monde entier nous l'envie, tant mieux pour les Français, mais il est extrêmement coûteux. Et vous savez qu'il est aujourd'hui au bord de la faillite. Et de ce fait, la question, c'est on ne peut pas avoir à la fois un modèle social extrêmement protecteur et extrêmement coûteux, et même qui ne se finance plus, et une compétitivité au niveau top class international. On voit bien que la conséquence d'un modèle social trop cher, trop lourd, probablement trop protecteur, est les fuites de carbone et la délocalisation. Donc on paye d'un côté cette surqualité sociale que l'on a en France, qui est extrêmement appréciable et appréciée des Français, mais à un moment donné, quand on se compare à la planète monde, on voit bien que
ce qu'on gagne d'un côté, on le perd malheureusement de l'autre. Et donc, tous ces emplois que l'on perd par délocalisation trouvent leur source par un coût du travail qui est, vous le savez, le taux du travail chargé en France est un des plus élevés au monde. Donc, malheureusement, c'est la contrepartie de ce dispositif que l'on a encore accentué depuis des années et des années et que l'on ne résorbe pas parce qu'il est quand même assez difficile de revenir en arrière de façon importante. Donc, on procède par touche, par négociations qui prennent des années et des années, mais c'est difficile de résoudre ce problème. Alors, je pense qu'on peut, pour avoir une idée aujourd'hui un peu générale du plan de relance, voir où on en est sur le compteur France Industrie, France Relance. Aujourd'hui, nous estimons que les aides publiques engagées sont de l'ordre de près de 3 milliards. Si c'était les chiffres du 1er mai, mais aujourd'hui 15 mai, comme ça s'accélère assez vite, on est en aide engagée publique aux alentours de 3 milliards. La fiscalité de production, vous savez qu'elle va être diminuée pour l'industrie d'environ 4 milliards par an. Donc, si j'ajoute ces 4 et ces 3, ça fait près de 7 milliards. Alors pour les comparer à l'enveloppe globale de 34 milliards, on est à 19%. Pour être totalement comparatif, il faudrait compter 2 fois la fiscalité de production à 2,4 milliards, puisque le gouvernement compte 2 fois cette fiscalité de production, puisqu'elle interviendra en 2021, en 2022. Donc pour être totalement raccord avec les chiffres du gouvernement, on serait plutôt proche d'un taux d'effectuation de 25% du plan de relance. Et les investissements industriels induits par ces soutiens sont de l'ordre de 11 milliards, peut-être même un peu plus. Au moment où je vous parle, on serait près de 12 à 13 milliards. Il faut le comparer à 80 milliards d'investissements industriels par an. Ça commence à s'approcher des 15%. Donc, on est sur un booster important. Reste à savoir maintenant si ce sont des investissements qui n'auraient jamais eu lieu si le plan d'investissement le plan de relance n'avait pas été mis en place, ou si c'est de l'effet d'aubaine. C'est sûrement un mix des deux. Et en tout cas, la mise en place de ce plan de relance, notamment avec un focus important sur l'industrie, a eu un rôle psychologique majeur. Je me souviens qu'en 2008, lors de la dernière crise, il y avait eu un effondrement de la demande et l'investissement avait chuté profondément en 2008 et en 2009. Aujourd'hui, en 2020, l'investissement productif a chuté, bien sûr, en 2020, d'environ 20%. En 2021, il va augmenter. Et donc, je pense que le signal pro-industrie et le signal pro-offre, politique de l'offre de ce plan de relance, a été majeur parce qu'il a été rapide, il a été très focalisé sur l'industrie. Alors évidemment, tout n'est pas encore dépensé, vous le voyez bien, tout se met en ordre. Mais enfin, dans l'industrie, nous sommes des industriels du temps long, donc on sait que tout ça prend du temps. Donc nos processus tiennent compte de ce temps long et je pense qu'on est un des secteurs qui a pris qui s'est mobilisé le plus fort et le plus vite aujourd'hui pour effacer une partie de la crise Covid. Voilà, je crois que c'était l'essentiel des présentations que je voulais vous faire ce matin. Alors, il y a d'autres questions. Pourquoi privilégier les subventions, demande Pierre-Yves. Pourquoi ne pas laisser les banquiers jouer leur rôle auprès des entreprises avec des prêts réassurés par l'État ou les régions, comme en Allemagne? Alors, parce qu'on a besoin des deux. Une entreprise, quand elle va mal, elle a besoin de fonds propres et d'investissement. Donc, il faut pas. Il y a deux moteurs pour la réindustrialisation. Il y a le problème de la trésorerie, qui était le premier problème qui s'est posé aux industriels et aux entreprises en général pendant la crise Covid. Et ça, le fuel, c'est le fuel bancaire avec l'aide de l'État, c'est le PGE, c'est les banques qui ont joué ce rôle avec les fonds de solidarité aussi. Donc ça a été majeur, rapide, très très bien fait. On est un des pays d'Europe dans lequel la consommation du PGE a été importante, mais ça a une limite, c'est-à-dire que c'est la limite du deuxième moteur qui est de la solvabilité pour faire de l'investissement. Les banques ne prêtent pas de la même façon pour de la trésorerie et que pour de l'investissement. Et pour de l'investissement, il fallait d'autres dispositifs. Donc, il fallait, et je pense que le gouvernement l'a compris, il fallait mélanger les deux, des prêts
hein, pour la liquidité, pour assurer la liquidité, des subventions ou des avances remboursables pour augmenter le nombre de projets. La difficulté de cette crise, c'est qu'elle a nécessité un endettement énorme pour compenser du chiffre d'affaires qui avait disparu. Alors qu'en général, on s'endette pour créer de la valeur. Là, en 2020, toutes les entreprises européennes se sont fortement endettées pour compenser de l'absence de chiffre d'affaires. C'est quand même paradoxalement, ce qui est quand même contre nature. En général, une entreprise, elle emprunte parce qu'elle a un projet et que ce projet créera de la valeur à terme. Là, tout ce qui s'est fait en 2020, c'est vraiment, on a épongé de la trésorerie et on ne crée pas de valeur. Donc, pour pouvoir, comme le plan de relance le souhaitait et que le président de la République l'avait dit, que le plan de relance soit à la fois un plan de défense, mais aussi un plan de transformation, le gouvernement a joué à la fois sur éponger le problème de la solvabilité et de la trésorerie et donner des moyens à ceux qui le pouvaient pour inciter ceux qui le pouvaient encore à avoir de nouveaux projets pour créer de la valeur et faire en sorte que la France en 2022-2023 ait à nouveau de la croissance potentielle positive. Alors, il y a aussi Jean-Noël qui vous interpelle sur la TVA sociale. Je pense que la question qui se pose, c'est comment on va financer tout ça. Bon, donc parmi les idées du financement et comment on va finalement continuer à réindustrialiser et à progresser encore pour libérer l'industrie finalement de ses contraintes, puisque je signalais les contraintes de charges sociales qui sont trop élevées en France et les contraintes d'impôts de production qui sont encore très élevées, malgré la décision du gouvernement de les baisser de 10 milliards pour toutes les entreprises et d'environ 4 milliards pour l'industrie. Il en reste encore beaucoup. Hein. L'écart de charges sociales entre la France et l'Allemagne est considérable, hein, notamment sur les salaires médians. Et l'écart de fiscalité de production entre la France et l'Allemagne est encore très important. On a résorbé un tiers de l'écart, donc il reste 2 tiers encore à résorber. Comment faire cela? Il faut des nouvelles marges de manœuvre. Et c'est vrai, l'interlocuteur a raison, l'argent magique des plans de relance aura une fin et en 2022, pour le prochain quinquennat, il ne sera plus question de refaire un emprunt européen, un deuxième ou un troisième plan de relance. Donc on va revenir à des systèmes plus classiques et à des idées de financement de ces réformes qui seront plus classiques. Qu'est-ce qu'on a comme dispositif? Moi, je ne crois pas à la TVA sociale parce que c'est un sujet qui a été déjà présenté aux Français, mal présenté d'ailleurs, et de ce fait, c'est une cartouche qui n'est pas représentable. En revanche, on peut imaginer renégocier des baisses de charges salariales qui pèsent sur le coût du travail contre de la fiscalité générale, plutôt de la fiscalité écologique, je pense, parce que la seule fiscalité qui soit encore acceptable aujourd'hui, c'est plutôt de la fiscalité écologique, puisque la France est au maximum de toute sa fiscalité, quels que soient les types de fiscalité. Donc, moi, je pense que des dispositifs pro-carbone, comme par exemple la taxe carbone européenne, hein, le mécanisme d'ajustement au carbone, va générer des recettes pour les États, des recettes qui seront payées par les importations et qui pourront donner des marges de manœuvre supplémentaires au gouvernement pour améliorer la compétitivité, notamment de leur industrie, plus que des dispositifs nationaux qui seront toujours controversés. Et puis on ne sait pas quelles vont être un peu les grandes questions de la présidentielle 2022, mais on voit bien aujourd'hui que ça va tourner beaucoup autour de la réindustrialisation. Je vous le disais tout à l'heure, le sujet de l'énergie va être un sujet présent dans la campagne électorale parce que le sujet de la transition énergétique et écologique est sur toutes les lèvres. Mais c'est bien de demander davantage d'écologie, mais la contrepartie, c'est que ça va coûter plus cher. Donc, il y a un sujet qu'on n'aborde pas aujourd'hui, qui est le sujet de l'inflation verte, c'est-à-dire que si plus on accélère la transition écologique, plus chers seront les produits mis à disposition de chacun. Plus chères seront les voitures, plus chers seront les aliments, plus chers seront les biens d'équipement, parce que l'acier vert coûte 60% plus cher,
parce que le ciment vert coûte plus cher, parce que le verre écologique est plus coûteux, et donc produire vert est plus coûteux, et de façon durable. Le coût du carbone sera de plus en plus élevé. Donc, c'est une bonne chose que l'on aille dans ce sens-là, mais il faudra trouver le mode de financement, sinon on aura une nouvelle révolution de gilets jaunes ou de gilets arc-en-ciel dans les années qui viennent. Donc, il faut trouver un équilibre entre l'accélération de cette transition écologique, son financement par les ménages, par les entreprises, et donc son acceptabilité sociale. Alors, je vais me permettre une dernière question parce que je ne pourrais pas toutes les poser. Alors, une question de Sylvie qui est une DRH émérite. N'est-ce pas l'occasion de soutenir et financer la formation en entreprise pour assurer les transitions professionnelles vers les secteurs porteurs? Sylvie a raison, c'est la question majeure, en tout cas pour l'industrie. Je pense qu'on ne peut pas faire le reproche à l'industrie de ne pas être un des premiers secteurs en matière de formation professionnelle, d'apprentissage, puisque nous, la question pour l'industrie, c'est la question des compétences et la montée en gamme des compétences, puisqu'on voit que l'industrie du futur ne sera compétitive en France que si elle est technologique, si elle est performante d'un point de vue technologique, économique, social et écologique. Donc tout ça nécessite des compétences qui sont beaucoup plus pointues que l'industrie d'il y a 50 ans. Et oui, la formation est clé. Alors, le gouvernement a fait une réforme considérable de la formation professionnelle en 2017-2018, une réforme considérable de l'apprentissage dont nous tirons les fruits déjà aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut saluer ces décisions qui étaient très salutaires, hein, les réformes Pénicaud, hein, les réformes Blanquer sur ces sujets-là. Il y en a d'autres qu'il va falloir continuer à accentuer, notamment en augmentant encore les dispositions d'apprentissage et probablement en uniformisant l'apprentissage et l'alternance, parce qu'on a encore des systèmes entre l'éducation nationale et les branches qui dysfonctionnent. Et donc, il y a encore des réformes à faire, mais je pense que on a fait des gros progrès hein, ces 3 dernières années dans ce domaine-là. On a fait des grosses réformes qu'il faut encore les mettre en œuvre. Le PIC, hein, le programme, le plan d'investissement sur les chômeurs, aussi sur la formation des chômeurs, commence aussi à porter ses fruits, même si c'était un gros dispositif. Et puis le plan jeune que le gouvernement met en place et comporte aussi un volet de formation important. Donc moi, je fais plutôt confiance aux Français. Ils ont envie de plus d'industrie, soucieuses de l'environnement. Ils ont raison. Il faut qu'ils rejoignent l'industrie pour le faire et qu'ils se forment dans cette disposition d'esprit. Je pense que c'est plutôt un gage d'espoir, puisqu'il n'y aura pas de relance et de croissance durable sans une industrie forte et durable. Donc, c'est probablement un des messages qu'il y aura dans la campagne présidentielle 2022 qui va commencer dès cet automne. Merci Vincent pour ta fidélité à Valtus. C'était ta 3e intervention. Nous sommes très sensibles au fait que tu viennes régulièrement te faire le porte-voix de l'industrie auprès de nos clients et de nos managers. Merci à tous pour votre participation et pour ceux qui n'auraient pas pu voir l'ensemble du webinaire, sachez qu'il sera possible de le visionner à nouveau sur le YouTube et le site de Valtus. Et pour les participants, vous aurez accès au support. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.